Il y a environ 3 ans, interromps-moi Guillaume si je me trompe, on s'était vu à Station F. On avait bossé, on s'était fait 2 ou 3 sessions de taf ensemble. Et à l'époque, Guillaume venait de lancer Lemlist. Et c'était un petit peu compliqué parce qu'il venait d'avoir leur product market fit, il y avait une grosse traction. Et il rencontrait toutes les difficultés qu'on rencontre quand on vient de rencontrer son marché. Et à l'époque, ils étaient que 3. 3 ans après, Lemlist, c'est plus de 30 personnes, c'est 4,4 millions d'ARR. Donc de chiffre d'affaires annuel récurrent. Et c'est une des boîtes les plus impressionnantes de l'écosystème startup français. On reçoit du coup Guillaume, le CEO, qui va nous expliquer justement comment ils en sont arrivés là et avec 2 de leurs fers de lance les plus puissants, qui sont le contenu et la communauté. Comment ça, Guillaume? Ça va super et toi, c'est l'intro met la pression, c'est cool. Bah ouais, bah écoute, c'est toi qui mets la pression. Je vais te laisser te présenter quand même et nous expliquer un petit peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ouais, du coup, je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis CEO et cofondateur de Lemlist. Donc, Lemlist, c'est une plateforme qui aide les équipes commerciales à booker plus de rendez-vous à travers de la prospection multi-channel ultra personnalisée. On a lancé Lemlist début 2018. C'est à peu près à ce moment-là où on s'est rencontrés pour la première fois. Et du coup, en 3 ans, on a réussi à avoir plus de 10 000 clients, essentiellement basés aux États-Unis d'ailleurs. Très rapidement, en fait, nous, on a ciblé ce marché, en fait. Donc, la France, ça doit être, je pense, notre 5 ou 6e marché en termes de taille. Et on a réussi aussi à construire la plus grosse communauté autour des sales automation qui s'appelle la Lemlist Family, qui est un très gros driver de croissance chez nous. En termes de chiffres, ouais, du coup, plus de 4 millions d'ARR. On a dépensé 0 € en ads, donc on dépense quasiment rien. C'est essentiellement de la création de contenu de qualité avec un apport de valeur constant. Et en fait, on va rentrer un petit peu dans le détail aujourd'hui sur tout notre process, en fait, un peu les secrets de la façon dont on trouve du contenu, comment est-ce qu'on trouve les sujets qui fonctionnent, comment est-ce qu'on distribue notre contenu, comment est-ce qu'on fait en fait pour attirer de plus en plus de clients sans avoir à dépenser de l'argent. Donc, on est français, on est des crevards, donc je pense que ça va plaire à beaucoup. Bah ça c'est sûr. Mais en fait, il y a un truc qui est il y a un truc qui m'a toujours impressionné pour le coup, c'est la qualité du contenu. Ça c'est de votre côté, mais c'est surtout ouais la façon très prolifique de trouver un très très grand nombre d'idées et surtout de les exécuter rapidement. Et en fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en 3 ans, bah t'es passé vraiment par tous les stades. Du stade où on en parlait, tu t'occupais de tout, c'est toi qui produisais tout le contenu. Je me souviens, tu avais commencé avec une académie sur Academy Ocean pour Ouais. onboarder tes users, etc. Aujourd'hui, à l'état de scale-up, tu as rajouté des couches de management et tu as complètement délégué et scalé toute cette partie-là, création de contenu avec des méthodologies, pour le coup, vachement plus robustes. Donc, il y a vraiment toute cette progressivité-là et ça va être vraiment super intéressant, quoi. Ouais, grave. Et puis, je pense qu'il y a il y a des parties assez intéressantes. En fait, c'est le contenu, c'est qu'une seule partie de ce qu'on verra par rapport à notre stratégie. Mais en fait, globalement, le contenu, ça te permet aussi d'asseoir énormément ta crédibilité. Donc, sachant qu'on est un outil d'outreach, on est expert dans ça et j'en parlerai un petit peu plus tard par rapport notamment au contenu qu'on crée. Mais typiquement, en fait, ça te permet de créer du contenu, d'asseoir un peu la crédibilité que tu peux avoir sur un marché et de te positionner comme un expert. Et ça, on rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, notamment sur les différentes typologies de contenu, la distribution et comment on s'en sort pour faire tout ça, quoi. Parfait. Donc, la première partie, en fait, ça va être vraiment sur la partie idéation. Donc, comment est-ce qu'on trouve les idées de contenu? Ensuite, on partira sur la partie distribution. Donc, comment est-ce que tu fais pour distribuer ton contenu, notamment quand tu te lances, quand c'est tes débuts et que tu sais pas trop, tu n'as pas forcément d'audience, tout ça. Et enfin, comment est-ce qu'on a réussi à construire une des communautés les plus actives au monde sur la partie sales automation avec plus de 12 000 membres aujourd'hui. Pour juste parler un petit peu des chiffres, rapidement, on peut voir que nous, notre contenu organique et direct, il a fait qu'augmenter en fait entre 2018 et 2020.
Ça se traduit aussi par rapport au nombre de referring domaines. Donc ça, en fait, c'est tous les backlinks que vous allez récupérer de la part d'autres domaines. Ça a généré aussi énormément de bouche à oreille. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le screenshot qu'on peut voir ici directement, c'est des gens qui partagent nos articles pour aider d'autres personnes dans des communautés. Et enfin, ça génère beaucoup de shares lorsqu'on crée des guides ou autre chose qui génère encore du trafic organique. Ça c'est super intéressant déjà que tu positionnes le truc directement. C'est là, en fait, en une slide, tu as montré que le contenu, ça te permet de travailler sur tous les leviers de croissance, pas seulement de l'acquisition, mais aussi de l'awareness, de la visibilité, de la rétention aussi, je pense qu'on va en parler, et aussi du Ouais. referral, parce que là, on le voit, ça te génère du bouche à oreille organique, pas forcément directement autour de ton produit, mais autour de ton contenu, et donc, in fine, de ton produit. Donc, c'est une approche certes top funnel, mais au final, ça reste quand même de la viralité, de la viralité. On a tendance à oublier pour le coup que le contenu, il va te permettre de travailler sur à peu près tous tes leviers de croissance. Et du coup, ta slide là, elle positionne ça directement et c'est très cool. Exactement. Et le type de contenu donc qu'on va créer, c'est avant tout, en fait, c'est un vrai focus sur des guides ou des articles qui sont ultra actionnables. Et le but pour nous et notre gros focus, ça va être tout ce qui est sales et email de prospection. Donc, en fait, très rapidement, dès le départ, on a décidé d'être focus sur ce qu'on maîtrisait, c'est-à-dire la prospection commerciale. Moi, initialement, j'ai un background un peu d'ingénieur, même si j'ai fait aussi une école de commerce. J'ai eu un goût très prononcé pour le testing. Donc, dès les débuts de l'Emlist, en fait, j'entreprenais énormément de tests. Et en fait, je partageais mes résultats de tests afin que les gens puissent voir ce qui marchait et le reproduire à travers des guides ultra actionnables. On a aussi toute une partie en fait vidéo avec notre chaîne YouTube. Et donc en fait, l'avantage de YouTube, et je pense que Benoît, tu pourras aussi en témoigner, mais le fait est que tu peux créer des vidéos qui vont pas forcément avoir 10 000 vues dès le départ, mais où ça peut step by step grossir. Donc là, tu vois, par exemple, c'est des vidéos qui ont été publiées il y a un mois, tu as genre 1 millier de vues. Mais par contre, tu vois, j'ai des vidéos là que j'avais publiées il y a peut-être 1 an et demi qui ont genre 15, 20 de vues. Et en fait, ça continue tout le temps, ça reste. Et c'est ça qui est important avec le contenu que tu fais sur ce type de plateforme tel que YouTube ou ton blog, c'est que potentiellement avec le temps, en fait, c'est des contenus qui vont être vus. C'est du watch time, donc du temps où les gens passent à regarder. Et pour toi, ça t'aide soit sur ton awareness, soit sur… donc là, tu vois, par exemple, ce type de contenu, c'est beaucoup plus orienté user. Donc, c'est plutôt sur la rétention. Donc, comment est-ce que tu fais pour mieux utiliser ton produit ou ta plateforme et afin de pouvoir rester et d'avoir des meilleurs résultats. On a aussi créé donc un hub. Donc, en fait, ça, pareil, tu vois, c'est des templates. Ça a ultra bien marché. Je pense que si vous étiez sur LinkedIn, vous avez dû voir un petit peu la distribution du hub. On pourra en reparler un peu tout à l'heure. Mais je crois que Simon a réussi à faire un post, je crois, avec plus de 300 000 vues dans la team, où il a vraiment géré toute cette distribution. Donc, en fait, c'est ce qu'on a proposé, c'est la mise en avant en fait de nos clients. On fait ça depuis un peu plus d'1 an, où chaque semaine, on met en avant un de nos clients et on détaille en fait toute sa campagne de prospection. Donc, quel template il a utilisé, qu'est-ce qu'il a utilisé comme variable, quel type de personnalisation, et on explique pourquoi ça a fonctionné. Et en fait, grâce à ça, ça permet aux gens d'apprendre à faire, donc c'est du contenu très éducatif, mais aussi actionnable, parce qu'ils peuvent se servir de ce template à leur tour, les appliquer à leur business pour ensuite avoir plus de meetings et donc générer plus de business et avoir un meilleur ROI. Donc tout ça, pareil, c'est contenu très actionnable que les gens peuvent utiliser directement. Et en plus, ce que je trouve génial avec ce contenu, c'est que déjà c'est du user generated content, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, c'est juste faire de la curation de contenu, du coup, entre guillemets, qui a été produit par vos utilisateurs. En plus de ça, vous avez fait levier sur le narcissisme de ces utilisateurs qui sont sentis valorisés et qui, du coup, bah, moi y compris, parce que j'en fais partie, l'ont relayé partout. Donc, vous avez vu un effet flywheel qui a été juste incroyable. Et donc, ça a permis de décupler, en plus de votre distribution qui était juste incroyable, on va y revenir, bah, vous avez décuplé, en fait, la visibilité de ce lead magnet, quoi. Donc, En fait, ce qui est, ouais, c'est très vrai ce que tu disais sur la partie fierté en fait des utilisateurs, parce que clairement, en gros, si tu veux des outils, nous on est arrivé sur un marché, on est rentré par la porte en fait du cold email, donc de la prospection par mail,
Et en fait, on s'est étendu sur le multichannel plus tard. Mais en gros, c'est un marché qui était très saturé avec énormément d'outils. Et c'est vrai qu'il fallait trouver un différenciateur et que le fait d'avoir mis en avant nos utilisateurs, d'avoir poussé la communauté, ça nous a permis directement d'avoir des gens en fait qui voulaient aussi être mis en valeur par rapport à leur travail et justement aux bons résultats qu'ils avaient. Et ça, c'est vrai que ça a permis en fait de gérer. Tu vois, toutes les semaines, on a des dizaines de personnes qui postulent pour être l'Emlister of the Week et par conséquent avoir leur campagne parce que nous, on la partage dans notre newsletter. Donc en fait, ça fait un backlink vers le site de la personne. Et plus on grossit, plus il y a de visibilité. Et donc, par conséquent, tu vois, plus ça met en avant la personne. On a aussi une autre partie. En fait, ça, c'est un truc que peu de boîtes font et je comprends pas pourquoi. C'est l'interview avec des experts. En fait, c'est juste pour illustrer le truc de façon très simple. Si tu vois Monica Bellucci dans la rue avec un mec, bon, Monica Bellucci, peut-être qu'elle a un petit peu vieilli. Je me fais vieux. Scarlett Johansson. Allez, Scarlett Johansson. Tu vois Scarlett Johansson dans la rue avec un mec. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te demander qui c'est ce mec, quoi, tu vois. Ou les paparazzis, en tout cas, se demanderont, tu vois. Ils vont se dire, mais qui est cet homme? Il doit forcément être stylé puisqu'il est avec Scarlett Johansson, etc. Mais en fait, c'est le pouvoir d'association, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose. Quand tu interviews des experts, en fait, les gens te positionnent aussi comme un expert. Et les podcasteurs l'ont très bien compris. En vrai, les podcasteurs, la plupart, enfin, c'est des gens qui ont rien, enfin, entre guillemets, rien fait dans leur vie, tu vois. Il y en a beaucoup qui se sont positionnés comme des experts sur un sujet juste parce qu'ils ont interviewé tous les experts d'un sujet, tu vois. Donc, tu as plein de personnes qui font des podcasts sur du growth et les mecs n'ont jamais monté de boîte, n'ont jamais fait grossir vraiment de projets, etc. Mais du fait qu'ils s'associent et qu'ils associent leur image à des experts, en fait, ils arrivent à aller taper dans leur audience. Il y a un sentiment donc de crédibilité, il y a ce sentiment d'expertise et à côté de ça, en fait, ça permet de faire grossir ton audience, signer des clients, élargir un petit peu ton champ d'action. Et en fait, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire dans la communauté. Et donc là, tu vois quelques exemples de personnes que j'avais interviewées. Bon, Nathan Latka, Beck Holland, Ren Fishkin, qui a été le fondateur de Moz, Tim Solo, CMO de Ahref, Beck Holland, qui bossait chez Gong. Enfin, donc, beaucoup de personnes comme ça. Et ça, tu vois, ça nous a permis de potentiellement rajouter des audiences dans lesquelles on n'avait pas tapé. Et c'est un truc qui est trop cool parce que toi, en tant que personne qui interviewe, tu apprends énormément de choses. C'est un bon échange. Et pour tes utilisateurs, ça apporte de la valeur. Et pour ta communauté, ça rajoute des utilisateurs. Donc là, tu as vraiment une flywheel, tu vois, qui est vraiment positive et qui te permet de toujours enrichir ta communauté avec du bon contenu. Et toi, ça ne te demande pas énormément de travail en amont, tu vois. Ensuite, un autre type de contenu, c'est j'avais décidé de lancer une chaîne YouTube. Donc, on avait la chaîne YouTube Lemlist. Et en fait, comme je me suis dit que je bossais pas assez, je me suis dit qu'il fallait que je me rajoute. Je vais trop déléguer. Yeah. Je me suis dit, allez, en vrai, non, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que quand tu grossis et que moi, j'ai toujours aimé avoir les mains dans le cambouis. Et là, je trouvais que ça faisait longtemps que j'étais plus trop, enfin, que je touchais plus trop, pas assez, on va dire, à tout ça, que j'exécutais un petit peu moins. Donc, je me suis un peu mis dans un challenge de créer une chaîne avec où je partage énormément de tips sur l'entrepreneuriat, sur les outils, tout ça. Donc, j'ai fait un test en français. J'ai fait un challenge de 30 jours, une vidéo par jour. Et après, j'ai posté un petit peu moins de vidéos. Et là, en fait, on documente tout. Et le but, c'est de passer la chaîne à partir de là, dans 2 jours, elle passera purement en anglais. Donc, on va pouvoir aller taper dans notre audience. Maintenant que j'ai bien compris le type de contenu que je voulais faire, on repasse tout en anglais. Et là, le but, c'est beaucoup plus, pareil, awareness, apporter de la valeur et sur des sujets qui sont beaucoup plus liés à l'entrepreneuriat et pas du tout à l'Emlist ou à la prospection, parfois à la prospection, mais pas que. Donc là, c'est vraiment top of funnel, top of mind, j'élargis. On va dire qu'il y a 3 grosses briques. Top of funnel, donc là, c'est des gens qui te connaissent pas et que tu vas réfléchir à comment est-ce que tu fais pour qu'ils te connaissent. Donc, tu as les webinars, les stories d'entrepreneurs, les contenus sur les réseaux sociaux. Après, tu as middle of funnel. Donc là, c'est les gens, quand ils savent quitter, ils savent ce que fait l'Emlist potentiellement, mais ils se visualisent pas encore trop dans l'utilisation de ton produit. Donc, tu essayes de leur pousser du contenu plus actionnable, notamment où tu vas essayer de placer ton produit comme solution à un problème. Et ensuite, tu as bottom of funnel. Donc là, c'est du contenu qui est fait pour des gens qui veulent faire de la prospection, qui ont envie d'avoir plus de meetings, qui veulent closer plus de deals. Et là, on sait qu'on est la solution pour eux. Et donc là, c'est du contenu vraiment ultra actionnable qu'ils peuvent réutiliser. Et ça, avoir en fait ces 3 parties, c'est très important parce que ton top of funnel, en fait, ça t'aide à construire ta marque.
Donc, nous, notre but, tu vois, c'est vraiment d'être la marque la plus cool pour les startups et les SMBs. Donc, on a envie d'apporter énormément de valeur. Je partage tout le temps, tu vois, moi, je suis un peu un maniaque de l'organisation et des process. Donc, je partage énormément de to-do, de process sur Notion, parce que j'adore Notion. Donc, je partage plein de choses, j'explique comment on s'organise, qu'est-ce qui nous rend plus productifs. Ça, tu vois, en soi, ça apporte rien à l'Emlist. Par contre, les gens, ça leur apporte de la valeur et ils se disent, bah, OK, comme Guillaume nous a apporté de la valeur, je vais regarder ce que Guillaume fait. Ah, Guillaume bosse chez l'Emlist, ça a l'air d'être un produit cool par association. Je vais tester. Et s'ils voient que ça répond à leurs besoins, bah, ça devient des clients. Mais tu vois, le top-up funnel peut clairement te rapporter des clients et les gens ne pensent pas assez à ça, tu vois. Une des erreurs assez classiques, c'est de se dire, bah, je fais que du contenu par rapport à mon produit et je t'explique pourquoi mon produit, c'est le meilleur. Non, il faut que tu fasses du contenu par rapport à un problème, tu apportes une solution et ton produit peut potentiellement faire partie des solutions, mais ça ne doit pas être que ça, tu vois.